Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Le clairvoyant voit ce que nous autres, mortels comme lui, mais exempts de ce talent, ne voyons pas. La divination prédit l'avenir ou devine ce qui est caché, ce qui est tu. Ainsi le médium pénètre-t-il nos pensées, parfois les plus intimes, ou bien lit-il, comme dans un livre ouvert, notre passé et notre présent. Aujourd'hui, paranormal et lecture dissimulée. Bonjour Evelynion. Bonjour Emmanuel. Alors, nous allons partir encore dans un passé. Pas très lointain. Ouais. Nous allons évoquer l'une des plus grandes expériences d'un médium polonais qui se nommait Stefan Osowiecki et qui malheureusement a été assassiné par les nazis. Dans les années 40. Et donc c'est vrai que Osowiecki lisait à l'intérieur des enveloppes. Ouais. Il n'est pas le seul. Dans quelque temps, nous parlerons de Ludwig Kahn qui en faisait autant. Mais c'est un problème, parce que la lecture cachée, les illusionnistes la pratiquent aussi. Oui. Je suppose que vous avez quelquefois vu un illusionniste tendre un livre fermé, dire à quelqu'un « piquer une épingle ». Ben voilà le premier mot qui est sur la page que l'épingle a désigné. Oui. Et on ouvre le livre, on constate que c'est bien le mot indiqué. Donc, il peut y avoir du trucage, semble-t-il, facilement, pour peu qu'un professionnel compétent se mêle de cette affaire. Et voilà pourquoi les expériences doivent être encore plus minutieuses. Il faut bien réfléchir, non seulement à ce qui est évident, c'est-à-dire le contenu de l'enveloppe. Vous n'allez pas tendre à un médium, vrai ou faux, une enveloppe contenant la photo de sa belle-mère. Si c'est un vrai médium, il risque d'être profondément traumatisé et de ne rien vous dire. Mais il faut, non mais c'est vrai, oui. Il faut aussi que les conditions expérimentales soient extrêmement soignées et il faut qu'il y ait presque des pièges à faux médiums dans le dispositif. Si vous mettez quelque chose sous enveloppe, il faut que l'enveloppe soit truquée dans le bon sens du terme. Je vais vous raconter tout ça. Donc, ceci pour dire que la lecture cachée, oui. Eh ben, c'est une expérimentation très, très difficile. Et d'ailleurs, nous allons commencer par parler de tests effectués par Osowiecki oui. et de tests qui sont certainement réussis, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas convaincants. Ah bon ? C'est-à-dire qu'il y a un livre très important qui a été publié en Angleterre sur Osowiecki il y a pas 10 ans, parce que c'est vraiment un personnage exceptionnel. Mais moi, si j'avais été l'auteur du livre, il y a des expériences que je n'aurais pas fait figurer dans le texte. Ah bon ? Oui, non pas qu'elles ne soient pas probantes, je suis sûr que ça a marché. Mais les conditions d'expérimentation, je vais vous raconter ça tout à l'heure, ne me satisfont pas. C'est pour ça que quand on voit quelquefois dans ces fameux magazines féminins qui se prennent pour des journaux scientifiques et où des journalistes se disent « nous sommes des testeurs de voyantes ouais. ». Quand on voit leurs soi-disant expériences avec enveloppe, je rigole. D'accord. Je rigole et même je ricane. Bon, une expérience okay. avec enveloppe, ouais. ça s'apprend, si j'ose dire. Dans les règles de l'art. Voilà, il y a des règles de l'art et je vais vous expliquer tout ça en détail. Allez, dans un instant, on va découvrir qui était ce Stefan Osowiecki dans les clés du mystère aujourd'hui. Osowiecki, l'homme qui voyait à travers les enveloppes. Alors, qui était ce Stefan Osowiecki ? C'était un enfant de bonne bourgeoisie. Oui. Polonais. Né en Pologne en 1877. Et professionnellement, c'était un ingénieur. Donc, c'était quelqu'un, vous voyez, de bien intégré socialement. Et bien cartésien. Bien cartésien, ayant une profession honorable et des revenus convenables. Oui. Bon. Seulement, ce Stefan Osowiecki, dès l'enfance, a vécu certains phénomènes qu'on va qualifier de type voyance. Et pourquoi a-t-il vécu ces phénomènes ? Parce qu'il savait, on le disait dans la famille, que sa mère, donc le côté maternel, d'accord. Et sa grand-mère paternelle, le côté du papa, était sujette depuis longtemps à des pressentiments qui se réalisaient. Ah, d'accord. Ce serait donc génétique Non, on n'en a jamais su exactement. On va tirer des conclusions. Ça, c'était une rumeur familiale. D'accord. Est-elle fondée ou pas ? On n'en sait rien, ça remonte trop loin dans le temps. Par contre, ce qui est sérieux, ce sont les souvenirs d'Osowiecki, en particulier ses souvenirs d'enfance. Ouais. Et il racontait, et on n'a aucune raison de ne pas le croire, comment
il s'est aperçu qu'il était capable de deviner des choses cachées. Il était à l'école primaire avec des gamins, d'autres gamins de son âge, 8-9 ans, D'accord. et on jouait aux billes. Et il regarde un de ses camarades, il lui dit « Tu penses au chiffre 5 ». Tu as le chiffre 5 comme tête. Le camarade lui dit « Stéphane, comment sais-tu cela ? Je ne pense qu'à 5 depuis ce matin, depuis que je suis arrivé à l'école, parce que si je gagne 5 billes à la récréation, je battrai mon record personnel. » D'accord. C'est le premier joli petit cas de voyance d'Ossowiecki. Mais ça l'a assailli, si vous voulez, un peu sauvagement dès l'enfance. Il devinait des choses. Il lisait, non pas sous les enveloppes, comme nous le verrons tout à l'heure, mais il lisait déjà dans les têtes. Ouais. Et ça s'imposait à lui, il n'allait pas chercher dans la tête de l'autre. Là, il avait le gamin en face de lui. Il l'a très bien raconté parce que lui-même a été marqué. C'est un souvenir d'enfance, mais un souvenir qui ne s'efface pas. J'étais en face de mon camarade et je me disais, il a en tête le chiffre 5. Okay. Alors, où Ossowiecki a commencé à lire sous les enveloppes, c'est quand il était à l'école d'ingénieur. Ah, donc c'était quelques années plus tard. Oui, là il devenait grand, il était à l'école d'ingénieur, et à l'école d'ingénieur, bon, on passe des examens oraux, beaucoup de ceux qui nous écoutent connaissent la technique, tout le monde attend dans la salle, il y a une corbeille avec des enveloppes, dans les enveloppes il y a des sujets, et le jury, d'un ton rogue, tirez une enveloppe, s'il vous plaît. Ouvrez-la. Monsieur l'étudiant, vous avez un quart d'heure pour préparer votre sujet. Et donc, Ossowiecki lisait à l'avance les sujets dans les enveloppes. Ouais. Et donc, il les lisait. Et comme ça, quand c'était son tour de tirer, il choisissait la bonne enveloppe. Ah bah tu m'étonnes. Et il raconte aussi qu'il était plein d'angoisse. Parce que si un camarade tirait la bonne enveloppe avant lui... il repérait l'enveloppe contenant le sujet qui lui convenait, portant sur le chapitre qu'il avait le mieux étudié. Mais si un camarade passait avant et embarquait l'enveloppe, le pauvre Ossowiecki n'avait plus qu'à se concentrer pour essayer d'en trouver une autre. Et alors, ça marchait très bien, ce système. C'est un système comme un autre pour réussir les études. Ah oui. Oui, mais remarquez que Ossowiecki était un étudiant sérieux. Simplement, dans les examens, il y a toujours une part de hasard. Oui, bah, pour lui, c'était pas du hasard. Il faisait ce qu'il fallait pour diminuer cette part de hasard. Et là, ça lui a valu une certaine réputation. Quand après il est devenu adulte, il est allé vers la quarantaine, etc. Dans les réunions des anciens de l'école d'ingénieurs, eh ben les copains lui tapaient sur l'épaule en disant tu te souviens quand tu étais étudiant, comme tu réussissais. Bah, lui disait j'avais aucun mal. Parce qu'il avait dit, il le disait à tout le monde. Ah, il ne le cachait pas, il ne le cachait pas. C'était presque devenu pour lui une amusette, vous savez, une distraction en société. D'ailleurs, justement, dans ces réunions d'anciens élèves, il disait mettez-moi un petit mot sous enveloppe. Je vais vous dire ce que vous avez écrit. Mais évidemment, tout ça, franchement, ça n'est pas probant. Bien sûr, quand nous en parlons, nous faisons confiance à l'honnêteté d'Ossowiecki. Et à cette légende. Et bien sûr, nous la croyons sur parole. Mais comme je vous le disais en commençant, Emmanuel, on ne peut pas retenir ça pour le ranger dans un dossier scientifique. Alors on va essayer de le ranger dans un dossier scientifique avec des expériences qui ont été faites dans un instant dans les clés du mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. Voir au travers des enveloppes, c'est pratique, hein, évidemment. Vous imaginez bien, pour l'étudiant, le jour de l'examen, avant de tirer le sujet. C'est pratique aussi si on a envie de jouer au tarot. Hein. Je crois que c'était pas vraiment le sujet. Et c'était pas vraiment le dada de Stéphane Ossowiecki, l'homme qui voyait au travers des enveloppes. Et qui a découvert son don, finalement, depuis sa toute petite jeunesse, 8-9 ans. Absolument, depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Alors, les premières expériences. Alors, les premières expériences, c'est un de ses camarades ingénieurs qui a voulu les effectuer. Un monsieur sans doute fort sympathique, mais qui portait un nom à coucher dehors. Il s'appelait Fugan Boronowski. Wow. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'encore une fois, ce Fugan Machenowski, n'avait pas vraiment le sens de l'expérimentation. Et lui-même a commencé à se répandre, à parler, à dire, vous savez, j'ai testé notre ami Stéphane, c'est incroyable, il a un don
pour lire les textes cachés. Mais moi, Fugain chose, serait venu me raconter ça. Je leur ai dit, monsieur, je regrette. Bon, je veux bien essayer de faire une expérience, mais vous n'en avez pas encore réalisé une qui soit sérieuse. Bon, voici des exemples. Fugain Bronowski nous raconte, un jour, je mets sur un petit morceau de papier, j'écris simplement le numéro 102. D'accord. Je mets ça sous une enveloppe et je demande à Osowiecki, qui était là, qu'est-ce qu'il y a sur le morceau de papier. Oui. Et Osowiecki répond, vous avez écrit le nombre 102, Oui. et qui plus est, il y a une tache, il y a quelque chose au niveau du 2. Alors, effectivement, c'était encore l'époque, vous savez, où on écrivait au porte-plume, etc. Donc, il y avait effectivement un pâté, comme on disait, une tache d'encre au niveau du numéro 102. Alors, Fugain Bronowski est extrêmement content. Moi, je ne le suis pas du tout. Parce que ça se passe tranquillement, dans un bureau, dans un salon. Osowiecki est assis en face. Il dit, tiens, on va faire un truc. On prend devant lui une feuille de papier, on prend un stylo, mais il peut parfaitement, s'il est un charlatan, lire à partir du mouvement du stylo. Oui. Les illusionnistes savent le faire. De même, quand Fugain Bronowski dit « j'ai mis son nom, Stéphane Osowiecki, et il l'a su », c'est absolument pas probant. Pas plus que quand le même Fugain Bronowski nous dit « ah, mais un jour, je sors un vieux porte-document que j'avais, j'ai dit « qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Et moi, Fugain Bronowski, je pensais que c'était vide. Et Stéphane me répond, ce n'est pas vide, il y a un morceau de papier qui représente un homme barbu très mal dessiné. Oui. Alors, Fugain ouvre le porte-document, tout étonné, il est persuadé qu'il est vide. Effectivement, il trouve un bout de papier sur lequel lui avait autrefois crayonné un bonhomme barbu. Et de nouveau, il est encore plus enthousiaste. Mais qui dit que, en toute honnêteté, Stéphane n'avait pas examiné déjà ce porte-document. Ils étaient familiers, oui, ils se fréquentaient. Donc, il pouvait avoir eu ce porte-document en main, avoir vu le papier avec le dessin, l'avoir enregistré, même sans chercher à tricher. Il n'y avait pas de laboratoire de recherche métapsychique à cette époque-là, là-bas, en Pologne ? Il n'y en avait pas encore en Pologne. D'accord. Il y en aura quelques années après. Okay. Donc, par conséquent, tout ça, c'est bien gentil. Alors, ce qui est beaucoup plus probant, c'est le jour où il doit y avoir là aussi une rencontre amicale, on doit prendre le thé autour du samovar avec le représentant de la Croix-Rouge en Pologne. Et celui-ci, ce représentant de la Croix-Rouge, qui est un Britannique, si je me souviens bien, a entendu parler de Stéphane Osowiecki. Alors il apporte une enveloppe, lui, et dit alors, mon vieux, quoi qu'il y a dans l'enveloppe, il le dit en polonais, hein, oui. Il le dit en polonais. Et ça donne la traduction, ça donne quoi qu'il y a. Ouais, quoi qu'il y a dans l'enveloppe. Eh bien, là, c'est beaucoup mieux, parce que l'enveloppe a été préparée à l'avance. Elle a été préparée ailleurs. Stéphane Osowiecki n'a pas vu l'enveloppe avant qu'elle sorte d'une poche, etc. Et là, on en est sûr, oui. Oui. Et il répond, il y a un billet d'une livre sterling. On va dire triomphe. Triomphe. Mais celui qui porte l'enveloppe est britannique. Quand vous voyez devant vous un Britannique, vous pensez plutôt à la livre sterling qu'au dollar. Je suis d'accord. En même temps, il ne savait pas que c'était de la monnaie qui était dedans. Non, bien sûr, voilà, elle fait l'avocat du diable. Ah ben oui, bien sûr. Non, vous êtes d'accord, vous faites l'avocat du diable, vous avez raison, moi je fais le procureur du diable. Oui. Mais c'est un fait qu'il ne pouvait pas penser à, forcément, à un billet de banque. Mais si il y a eu quelques fuites, nous n'avons pas de compte rendu, nous n'avons pas de rapport. Nous avons simplement des gens qui disent on s'est amusé à ça. Bon. Ben, je regrette. Bon. S'amuser à ça, c'est pas de la science. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette première expérience, elle n'a pas été probante ? Non, moi-même, le coût du billet d'une livre sterling, ça ne me suffit pas. Ce n'est pas assez parlant. Je ne dis pas que ce n'est pas probant, ça emporte la conviction des témoins. Oui. Et ils ont raison. Ouais. Moi, si j'y avais été sur place, peut-être aussi aurais-je été convaincu. Mais vu avec le recul, ça n'est pas suffisant. Néanmoins, il y en a eu d'autres des expériences, évidemment avec Osowiecki. Et dans un instant, on va découvrir ça. Stéphane Osowiecki est un voyant au travers des enveloppes. Il vit au début du siècle en Pologne. Il y a eu une première expérience de fête, expérience qui laisse un doute, n'est-ce pas, Yves Lignon ? Ne le dites pas comme ça, parce que quand on dit laisse un doute, le doute a l'air de peser sur
Osowiecki. Et sur la légitimité de ce voyant. Non, oui. Moi je dis simplement, Osowiecki avait peut-être un don, mais ses expériences n'étaient pas de qualité suffisante pour prouver l'existence du don. C'est Voilà. pas pareil. Néanmoins, quelques années plus tard, il y a eu une autre expérience. Ben voilà, nous sommes fin août 1923. Et dans les premiers jours de septembre, un grand congrès scientifique, au cours duquel on va parler de parapsychologie, va se tenir à Varsovie. À ce moment-là, alors Osowiecki a une 50aine d'années, il est toujours chimiste. Oui, non, il est toujours ingénieur. Il est D'accord. toujours ingénieur, oui. Il est né en 1877, donc 23 et 23, 46. Vous voyez, il approche de la cinquantaine. Il a sa réputation de bonhomme. Il y a des gens, vous savez, qui s'amusent à distraire en société en racontant des blagues. Lui, sa réputation, c'est, bon, vous lui mettez un truc sous une enveloppe, il vous le devine. D'accord. Sauf que ce congrès scientifique, le Osowiecki, on va voir ce qu'on va voir. Oui. Et une équipe de choc se constitue. Elle est internationale. Il y a 2 Français, le docteur Gelé et l'homme de lettres René Sudre, qui tous les 2 participent au congrès. Il y a un Allemand, également un médecin, Schrenck-Notzing, qui s'intéresse à la parapsychologie depuis bien avant la guerre. Et il y a un 4e, un Britannique, qui mérite plus ou moins le surnom de tueur de faux médiums. D'accord. Celui-là, c'est un rude. Ouais, c'est le gros sceptique. Oui, non, pas forcément sceptique, mais tueur de faux médiums. Il se nomme Dingwall. On aura peut-être l'occasion de reparler de lui dans une autre affaire. Et en plus, Dingwall, il est illusionniste. Ah oui, forcément. Bon. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Mais peut-être pas dans le sens qu'on attend. Toujours est-il qu'on demande à Dingwall de préparer une triple enveloppe à l'intention d'Osowiecki. Il va donc y avoir une première enveloppe qui contiendra quelque chose, une feuille de papier avec un dessin, un texte, je ne sais pas. Cette première enveloppe sera placée dans une seconde enveloppe. La seconde enveloppe sera placée dans une troisième. Il fallait vraiment qu'il soit voyant, hein, notre ingénieur. Ouais. Et en plus, le dénommé Dingwall utilisera un truc à lui qu'il ne confiera à personne, à aucun de ses 3 partenaires, pour s'assurer que vraiment, il n'y a pas de lézard. Alors le truc de Dingwall, je peux vous le dire, sans donc que les 3 autres expérimentateurs, et a fortiori Osowiecki, le sachent, eh bien il perce la triple enveloppe à 4 reprises avec une aiguille à coudre. Il y a donc 4 trous minuscules, mais à travers lesquels la lumière passe. Okay. Si on ouvre l'enveloppe, d'abord ces trous, on ne peut pas les voir. Et si on ouvre l'enveloppe, en remettant en place... On ne peut pas remettre en place les trous. Les 4 trous ne seront pas en face, alignés, donc ouais. La lumière ne passera pas. Très bien, comme test, c'est super. Voilà, Ça. vous voyez que c'est autre chose que ce que nous faisait Fugard truc là tout à l'heure, en disant tiens, je vais écrire devant vous. Ouais, d'accord. Ceci dit, Osowiecki, lui, il est disponible. Lui, il en est certain de son honnêteté. Il n'a rien à craindre. Et donc, c'est très exactement le 30 août 1923, à 21h, que Stéphane Osowiecki, chez lui, dans son appartement bourgeois, s'apprête à recevoir la délégation. Sud Radio, les clés du mystère. Osowiecki va vivre le test qui fera qu'il deviendra de façon définitive un voyant d'exception. Nous sommes le 30 août 1923, il est 21h. Dans cet appartement bourgeois, les lumières sont un peu tamisées. On est dans le salon. L'ambiance est tendue, à la fois à cause de l'enjeu, et puis parce que le trio d'expérimentateurs, Dingwall, l'illusionniste, n'est pas venu exprès. Le trio d'expérimentateurs fait partie des gens qui ne rigolent pas facilement, même quand on les chatouille. Et donc, en particulier, il y a certains textes du docteur Gelé, le français, qui montrent que c'était un homme de caractère. Bon, et qui n'aimait pas les plaisanteries de fin de banquet. Et donc, on tend, dans cette atmosphère un peu lourde, dans ce silence,
on tend l'enveloppe à Osowiecki. Alors rappelons que dans cette enveloppe, il y a une autre enveloppe dans laquelle il y a une autre enveloppe dans laquelle il y a un papier où il y a quelque chose écrit. Sur le papier, il y a quelque chose, mais on ne sait pas. Oh, écrit, c'est vous qui le dites. Ah oui. Dingwall n'a donné aucune indication. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur le papier. Et en plus de ça, pour être bien sûr que cette enveloppe n'a pas été ouverte, que les enveloppes n'ont pas été ouvertes, on a traversé donc avec 4 aiguilles, hein, c'est ça ? 4 trous. Il y a 4 trous au travers desquels on voit évidemment la lumière. Bon. Osowiecki prend l'enveloppe et tombe dans une espèce de transe. Il dit, d'une voix un peu balbutiante, un peu hachée, il y a 3 enveloppes. Il le savait ? Non, Okay. Il l'annonce. La 3e est rouge. Elle contient une feuille de papier qui est pliée en 2 et le dessin est à l'extérieur. Il y a un dessin. Ce dessin représente un flacon ou une bouteille et il est maladroit. Puis, ayant dit cela, sa transe a l'air de s'accentuer. Il pose l'enveloppe, il prend une plume et un papier, il dessine un drapeau avec l'étoffe flottant vers la droite. Okay. Quand on regarde le dessin. Et il dessine de nouveau une bouteille. C'est une seconde phase de la transe. Il repose le papier, il se remet à parler, il dit, il y a une date, une année, sur la feuille de papier qui sont indiquées, et peut-être une ville ou un lieu. Et alors Schrenk-Notzing lui intervient et lui demande en quelle langue cette inscription. Et Osowiecki répond en français. Et il ajoute la 3e enveloppe, puisque je vous ai dit qu'il y en avait 3, ce que personne ne savait à part Dingwall, l'expérimentateur qui n'était pas présent. La 3e enveloppe, celle qui contient le feuillet plié en 2 avec l'inscription à l'extérieur, est rouge. Et la seconde est verdâtre. Verdâtre. Okay. Et à ce moment-là, il sort brusquement de sa transe. Il redevient normal. Et c'est fini. On n'a plus qu'à se saluer aimablement, comme on le fait entre gens de bonne compagnie. Les expérimentateurs se retirent. Osowiecki doit mettre son bonnet de nuit, vu l'heure. Et les 3 expérimentateurs vont aussi se coucher, parce que le lendemain, ils vont faire un compte-rendu devant le Congrès. Et là, il y aura Dingwall, qui lui sait ce qui figure dans les 3 enveloppes. Il sait même quelle est la couleur des 2 enveloppes intérieures. Et le lendemain, c'est ce qu'on va découvrir dans un instant sur Sud Radio dans les Clés du Mystère. Nous sommes le 31 août 1923, c'est le lendemain de l'expérience qui a mis Stéphane Osowiecki en transe, littéralement. On lui a fait faire un test. Il a découvert qu'effectivement, il y avait 3 enveloppes, une dans une autre, une dans une autre. Et dans la dernière, il y avait un papier. Il a découvert donc les couleurs des enveloppes, 3 couleurs différentes. Il a dit. On ne sait pas encore. Tout à fait. Il dit qu'il y a des couleurs différentes. Il dit que dans la dernière enveloppe, il y a un dessin plié en 2. Et le dessin est sur l'extérieur du papier. Il donne une multitude de détails. Et donc, nous sommes le lendemain et c'est à ce moment-là, le lendemain, qu'on va découvrir si oui ou non il s'est trompé. Ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc nous sommes devant le Congrès, il y a une bonne centaine de personnes. Et ça commence, c'est Schrenk-Notzing, l'Allemand, qui fait, dans un silence déjà religieux, un compte-rendu de ce qui s'est passé la veille et que je vous ai raconté tout à l'heure. Nous nous sommes rendus en compagnie du docteur Gelé et de monsieur René Sudre chez monsieur Osowiecki. Nous lui avons tendu l'enveloppe. Voici ce qu'il nous a déclaré. Et pour bien compléter, puisque Osowiecki en partie a dessiné, n'oubliez pas, Osowiecki a parlé, puis a dessiné, puis a de nouveau parlé. Schrenk-Notzing reproduit sur un tableau noir le dessin d'Osowiecki, donc le drapeau avec la toile qui flotte vers la droite. Puis Schrenk-Notzing termine, et à ce moment, Dingwall
celui qui a préparé l'enveloppe monte à la tribune. Il se salue. Le silence devient encore plus pesant. Il n'est plus à couper au couteau, il est à couper au sabre. Dingwall révèle le coup des 4 trous d'aiguille. Et il met l'enveloppe devant une lampe. Le jour passe. Okay. La lumière passe, donc on n'a pas ouvert l'enveloppe. Il n'y a pas eu de tricherie. Il ouvre la première enveloppe. Il sort une enveloppe verdâtre. Exactement ce qu'avait dit Stéphane Osoviecki. Dans la salle, il y a des gens, déjà, qui se lèvent. Il ouvre la seconde enveloppe. Il sort une enveloppe rouge. Oh purée. Une partie du public commence à applaudir. Taisez-vous, taisez-vous. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe rouge? Mais effectivement, du fait qu'il avait deviné les deux couleurs, ouais. Osoviecki avait gagné. Bien sûr. Mais il restait quand même ce dessin à l'extérieur qui était dans cette enveloppe rouge. Il avait gagné la demi-finale. Okay. Il ouvre l'enveloppe rouge. On sort une feuille de papier pliée en 2 avec à l'extérieur le dessin d'un drapeau dont l'étoffe flotte vers la droite. À ce moment-là, effectivement, ce n'est plus quelques spectateurs, quelques assistants qui se lèvent, ce n'est plus un début d'applaudissement, c'est le triomphe. Ouais, l'ovation. C'est l'enthousiasme, c'est l'ovation. Et ça n'est pas fini. Dingwall fait signe, taisez-vous, taisez-vous. Schrenk-Notzing remonte, on relit. Osoviecki a parlé d'une date, d'une ville, de lieu. De texte français. Et il a parlé d'une bouteille. Où est la bouteille? Elle n'y est pas sur le dessin. Qui n'a pas d'équilibre. Dingwall retourne la feuille et à l'intérieur, de l'autre côté, derrière le drapeau, un texte est écrit. C'est un texte en français, comme Osoviecki l'avait dit. Et ce texte commence par 22 août 1923, date à laquelle Dingwall avait commencé à penser à l'expérience. Or, Osoviecki a parlé d'une date. D'accord. Et Dingwall ajoute, il y a une phrase que j'ai écrite moi-même, en français, et voici cette phrase: « Les vignobles du Rhin, de la Moselle et de Bourgogne donnent un vin excellent. » Alors, Osoviecki n'avait pas dit il y a une phrase, il avait parlé de bouteilles, de villes, de lieux. On peut dire qu'il avait trouvé la substantifique moelle de la phrase. Alors là, effectivement, les chapeaux volent, etc. Osoviecki n'est pas là. On se précipite vers la tribune pour congratuler Dingwall et Schrenk-Notzing. C'est déjà le triomphe des expérimentateurs avant même d'être le triomphe du médium. Et là, c'est vraiment incontestable. J'espère que je vous ai bien permis de faire la différence entre cette véritable expérience et les petites amusettes qui ne prouvait rien. Tout à fait. Une belle histoire. Osoviecki, du coup, est devenu un voyant ou bien il est resté ingénieur? Il a continué à ingénieur, et puis il a refait quelques expériences à base d'enveloppe, alors de véritables expériences aussi, mais celle-là est la plus extraordinaire, parce que dans le fond, c'est une expérience qui a été supportée par tout un congrès. En plus, Et j'aime autant vous dire que quand Schrenk-Notzing a commencé à lire le compte-rendu, quand Dingwall a ouvert l'enveloppe, les mouches polonaises devaient voler, on les entendait, mais s'il y en a un qui aurait aimé être là, c'est bien moi. Ah oui, ça je l'imagine. Très bien, c'était évidemment une belle histoire que celle de Stéphane Osoviecki. On vous donne rendez-vous demain à partir de 13h30 et jusqu'à 14h30 bien sûr, sur l'antenne de Sud Radio pour les Clés du Mystère, en vous rappelant évidemment que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. Bye bye. 13h30, 14h30, les Clés du Mystère sur Sud Radio.